pouvoir. Du coup, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, les inratables. Ah, alors, attendez, pardon. Excusez-moi. Oui. Alors, excusez-moi. Ah. Je vois un petit commentaire sympa en tout cas. Je peux pas. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Pas. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, parce que je peux pas. Petit bruit de fond, c'est surpuissant. Regarde un bourgeois là. Alors, attends, on va y aller. Alors. Okay. Bon, alors, je pense que c'est bon. Alors, on y va. Donc, les inratables en anesthésie. Ok. Alors, en fait, voilà. Donc, la question, c'est celle-ci. Anesthésie locale, loco-régionale et générale. Hop. Donc, le but, donc, c'est. Ah, putain. Excusez-moi. Je fais un cours en Zoom, là. Ouais, ok. Mais ça marche. Voilà. Donc, le but. Connaître les indications et contre-indications, les risques d'une anesthésie locale, loco-régionale ou générale, quelques mots d'analgésie obstétricale, et puis bien sûr beaucoup de réglementaires dans tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'anesthésie? L'anesthésie, c'est l'ensemble des actes médicaux qui permettent aux patients de subir des actes diagnostiques ou thérapeutiques douloureux sans subir de préjudice. La priorité, et qui conditionne quand même toute une partie de l'action et de la réglementation, c'est bien sûr la sécurité du patient, puisqu'on est passé d'une spécialité qui était relativement risquée, avec aujourd'hui une morbidité, une mortalité liée à l'anesthésie qui est extrêmement faible. Quelques mots-clés à retenir. La consultation d'anesthésie qui est obligatoire avant tout acte d'anesthésie et qui doit avoir lieu au moins 48 heures avant l'anesthésie, sauf urgence. Quelques classifications, notamment le score ASA donc de l'American Society of Anesthesiology, qui est la classification standard pour déterminer le risque périopératoire d'un patient. Le score de mal-empathie, on va revenir dessus, mais qui est le score pour prédire le risque d'intubation difficile, la pression artérielle, le poids. La visite pré-anesthésique, elle est obligatoire avant tout acte d'anesthésie, et donc elle permet de vérifier un certain nombre d'éléments, notamment les règles du jeûne et la gestion des médicaments. Les molécules de base pour l'anesthésie générale, c'est donc l'association d'un hypnotique, de morphinique et de curare éventuellement. La consultation, alors, bon, on verra les questions à la fin. Lidocaïne, ropivacaïne, donc des anesthésistes locaux, et puis bien sûr une part très importante pour l'analgésie post-opératoire, parce que ce n'est pas exactement le cas du topo tout de suite, mais toute cette anesthésie s'intègre en fait dans une véritable médecine périopératoire, donc ce n'est pas juste d'endormir les patients en bloc opératoire. Cette activité, elle est très réglementée, elle repose sur un décret, et donc il faut retenir ça, du 5 décembre 1994. Aucun examen complémentaire n'est obligatoire avant une anesthésie. L'information du patient sur ce qu'on va lui faire et le recueil de son consentement est obligatoire. On sera bien sûr très attentif au recueil des allergies et des antécédents de l'anesthésie. Attention aux anesthésiques locaux qui ont une toxicité notamment cardiovasculaire et neurologique. Et les malades sont pris en charge en post-opératoire en SSPI, qui veut dire salle de surveillance post-interventionnelle. Alors, donc, pour revenir sur la consultation d'anesthésie, elle est obligatoire, quel que soit le degré d'urgence du patient.
En revanche, elle doit être réalisée plus de 48 heures avant une intervention. S'il s'agit d'une urgence, cela n'enlève pas la nécessité d'une consultation d'anesthésie, mais évidemment, on ne va pas attendre 48 heures. Un patient qui fait une dissection aortique, par exemple, il va avoir une consultation d'anesthésie pour aller au bloc opératoire, mais il est évident qu'on ne va pas attendre 48 heures pour l'opérer. C'est un document qui doit être écrit, qui doit être inséré dans le dossier médical, donc soit en papier, vous avez tous eu au cours de vos stages ces pochettes jaunes à la paix, et puis en fait dans beaucoup de services aujourd'hui c'est informatisé. Quel est le but d'une consultation d'anesthésie? C'est évaluer le patient pour lui proposer la meilleure stratégie. Et la meilleure stratégie, c'est la technique d'anesthésie locale, loco-régionale, générale, mais c'est aussi déterminer le monitoring qu'on va mettre en place chez ce patient, la stratégie transfusionnelle, l'analgésie, et puis la prévention des NVPO, qui veut dire nausées et vomissements post-opératoires. Ça repose sur un interrogatoire et un examen clinique rigoureux, et sur des examens complémentaires éventuellement. Aucun examen complémentaire n'est obligatoire pour une anesthésie. C'est des recommandations formalisées d'experts de 2012 de la Société française d'anesthésie et réanimation. Au cours d'une consultation d'anesthésie, à l'issue de cette consultation, vous devez être capable de donner ces différentes informations. Est-ce que le patient présente des critères d'intubation orotrachéale difficile, et notamment avec l'évaluation du score de Mallampati? Quel est le risque anesthésique? Et là, c'est la classification ASA, donc de l'American Society of Anesthesiology. Vous allez scorer le patient de ASA 1, un patient qui est en bonne santé, ASA 2, une infection peu grave, une hypertension sans limitation fonctionnelle, par exemple, hypertension non sévère, une infection sévère avec une limitation fonctionnelle importante, un diabète compliqué, par exemple, une menace vitale permanente, donc ASA 4, c'est quand même des patients qui sont vraiment pas en très bon état, et puis le moribond, ASA 5, là c'est clairement le patient qui est vraiment très très grave. La classification ASA, la gestion des traitements chroniques. Donc là, attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers et à ne pas déstabiliser une pathologie chronique préexistante, notamment cardiovasculaire, neurologique, ce que vous voulez. Là aussi, il y a des recommandations formalisées d'experts qui datent de 2009. Globalement, on va interrompre peu de médicaments en dehors des anticoagulants, des antiagrégants, et même dans les médicaments cardiovasculaires. On ne va pas s'étendre trop là-dessus, mais on va quand même en poursuivre un certain nombre, et notamment les bêta-bloquants ou l'aspirine qui seront exceptionnellement arrêtés. À l'issue de cette consultation, vous devez obtenir donc, le consentement du patient. Voilà. Donc, on a dit une consultation d'anesthésie qui est obligatoire, plus de 48 heures avant l'intervention, sauf urgence. Et la visite pré-anesthésie, la VPA, est elle aussi obligatoire et d'être réalisée dans les heures qui précèdent l'intervention. Donc, le plus souvent la veille, pour des modalités organisationnelles. Les objectifs de cette VPA, mais pardon, elle peut être faite aussi en salle juste avant l'anesthésie. Un patient qui est pris en charge en ambulatoire, il est évident qu'on ne va pas le faire venir la veille à l'hôpital pour lui faire une visite pré-anesthésie pour qu'il reparte chez lui. Ça n'aurait pas de sens. Donc, elle doit être réalisée avant l'intervention, mais pas nécessairement la veille. Les objectifs, c'est vérifier qu'il n'y ait pas une modification de l'état de santé depuis la consultation, que les différents avis ou examens complémentaires demandés aient été rendus, et puis que le patient ait bien respecté le jeûne préopératoire et l'éventuelle pré-médication. Avant de débuter l'anesthésie, donc 2 étapes, cette visite pré-anesthésique et la préparation de la salle, parce qu'on a du matériel. Ce matériel, il doit être vérifié, notamment le ventilateur, le matériel d'intubation, la présence des médicaments d'urgence. Et vous savez, il est obligatoire, avant de débuter une intervention, une procédure, de réaliser une checklist de sécurité au bloc opératoire, c'est médico-légal, qui devra être daté et signé à la fois par l'équipe chirurgicale et par l'équipe d'anesthésie. Alors, l'anesthésie générale. Qu'est-ce que c'est? C'est une perte de conscience réversible, on espère en tout cas, induite par l'administration d'un hypnotique et qui est le plus souvent associée à un analgésique. Comment faire pour induire une anesthésie générale? Il faut bien sûr une voie veineuse périphérique
un monitorage qui est obligatoire et qui fait partie qui est réglementé, avec le monitorage de la fréquence cardiaque, de la saturation pulsée en oxygène, des concentrations en oxygène et en CO2 des gaz inhalés et expirés. Si le patient est curarisé, le patient devra bénéficier d'un monitorage de la curarisation, plus ou moins d'un monitorage de la profondeur de l'anesthésie. Et enfin, l'antibioprophylaxie doit être réalisée avant l'induction, et là je pense que c'est une petite coquille, pardon, c'est au moins 1 heure avant l'induction. 3 phases, induction, entretien et réveil. Donc, une phase, tout d'abord, on va refaire le déroulé d'une anesthésie générale. Donc, la préoxygénation qui a pour but d'obtenir une fraction expirée en oxygène de plus de 90%, ce qu'on appelle une dénitrogénation. Il n'y a que de l'oxygène, ce qui va permettre de prévenir une désaturation en cas d'apnée prolongée. L'induction, c'est donc obtenir la perte de conscience avec les hypnotiques, et donc qui sont le plus souvent des agonistes du système GABA et plus ou moins des opioïdes. Quelles sont les complications qu'on peut attendre à ce moment-là? Donc, c'est bien sûr qu'on va chercher à prendre en charge les voies aériennes, soit en intubant le patient, soit en mettant en place un masque laryngé. Pour ce faire, on a besoin de curare. Et là, on peut avoir des complications liées à l'intubation orotrachéale. Bien sûr, on peut échouer. Heureusement, c'est très rare. Puis, il peut y avoir donc, des lésions dentaires, des lésions ORL ou un œdème de glotte. Ensuite, le patient est installé, et là, il s'agit d'une responsabilité partagée entre l'équipe d'anesthésie et réanimation et l'équipe chirurgicale. Les complications qu'on cherche à prévenir de cette phase d'installation, c'est la kératite, la non-occlusion palpébrale, des escarres, des compressions veineuses, des compressions nerveuses. L'entretien de l'anesthésie est réalisé là aussi par un hypnotique qui peut être par voie intraveineuse type propofol ou inhalé comme des halogénés, plus ou moins des opioïdes. Il y a de plus en plus de développement de ce qu'on appelle l'OFA, c'est-à-dire l'opioïde free anesthesia. Les complications qu'on cherche à prévenir en cours de cette phase d'entretien sont donc les complications hémodynamiques, l'hypotension, l'hyperthermie maligne, les chocs anaphylactiques liés à ces différents médicaments, et puis éventuellement la décompensation d'une comorbidité. Enfin, l'atterrissage, c'est donc le réveil, où là, on va chercher à prendre en charge la douleur et à prévenir les nausées et vomissements post-opératoires, avec un passage en salle de réveil qui est obligatoire, et donc le calcul du score d'Albrecht. Alors, on fait une petite pause question, peut-être. Alors, question. La consultation est obligatoire en cas d'urgence? Oui. La visite pré-anesthésique obligatoire en cas d'urgence? Oui. Alors, si ce n'est qu'évidemment, en cas d'intervention chirurgicale urgente, la visite pré-anesthésique se confond avec la consultation d'anesthésie. Mais même pour une dissection aortique, un patient qui va au bloc opératoire polytraumatisé avec un choc hémorragique, il va quand même avoir une consultation d'anesthésie. Maintenant, évidemment que ce n'est pas bloquant. La consultation d'anesthésie va être faite en même temps que tout ça. On ne va pas se donner ce délai de 48 heures. Le scanner est-il obligatoire avant une électroconvulsivothérapie? Alors, honnêtement, moi, je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander à un psychiatre, mais en tout cas, je ne peux pas vous dire de bêtises. Le consentement du patient est oral ou signé avant toute chirurgie. Alors, en tout cas, il est oral et il est noté dans la consultation qu'on a recueilli son consentement. Il n'y a pas de signature nécessaire pour être opéré. Chez l'enfant en âge de la marche, est-ce que le bilan démostral est obligatoire? Je ne peux pas répondre à cette question tout de suite. Je vous invite à me recontacter dans un deuxième temps pour que je donne une réponse, parce que honnêtement, je vais vous dire des bêtises. Dans la classification ASA, c'est possible d'être 4U ou bien on est soit l'un, soit l'autre. Oui, en fait, non, c'est pas l'un soit l'autre, parce qu'on peut être ASA 1 et avoir une intervention urgente pour par exemple une appendicectomie, pour une appendicite aiguë. Pour être ASA 1, il faut n'avoir aucun antécédent. Oui. En urgence, on aura quand même une consultation. Oui, il faut une consultation, c'est obligatoire.
Bon, hein, il y a beaucoup de questions là-dessus. La visite pré-anesthésie peut être faite par l'aide, l'IAD ou seule anesthésie. Non, la visite pré-anesthésie, comme la consultation d'anesthésie, sont des actes médicaux qui doivent être réalisés par un médecin anesthésiste réanimateur. Comment monitorer la profondeur de l'anesthésie et la curarisation? Alors là, il y a des outils, enfin des machines, sorte de garde, mais bon, voilà, des appareils qui permettent de monitorer ça. Donc la curarisation, on va chercher le plus souvent à provoquer en fait une contraction musculaire à l'aide d'une décharge, d'une impulsion électrique, et on va observer le nombre de réponses motrices d'un groupe musculaire, donc, par exemple au niveau de l'adducteur du pouce, au niveau du sourcil, et en fonction du nombre de réponses motrices à l'impulsion nerveuse et de l'intensité de ces réponses, on va pouvoir donner un chiffre, ça s'appelle le train of 4, le train de 4, hein, le TOF en abréviation. Donc en fonction du nombre de réponses et de l'intensité de ces réponses, on va conclure au fait que le patient est ou pas convenablement curarisé ou en fin d'intervention possède une curarisation résiduelle. Le monitorage de la profondeur de l'anesthésie, pour le coup, c'est complètement différent. C'est des systèmes qui reposent sur c'est le BIS, hein, le plus développé, qui en fait repose sur une espèce d'électroencéphalogramme qui recueille un signal au niveau frontal. Hein, c'est des autocollants qu'on pose au niveau frontal pour recueillir le signal électrique. Et ensuite, il y a un algorithme qui va transformer ce signal électrique en un chiffre et on va chercher à obtenir un chiffre de BIS, pour le BIS par exemple, entre 40 et 60. En dessous de 40, ça veut dire que probablement le patient reçoit trop d'anesthésie. Au-dessus de 60, le patient n'en reçoit pas assez. Donc il y a un risque notamment de mémorisation post-opératoire. L'antibioprophylaxie est systématique, quel que soit le type de chirurgie. Alors, en tout cas, non, il y a des interventions qui ne nécessitent pas d'antibioprophylaxie. Ça fait l'objet de recommandations très détaillées, spécialité chirurgicale par spécialité chirurgicale et même intervention par intervention. Donc voilà, c'est très vaste. Et les petites interventions ne nécessitent pas forcément d'antibioprophylaxie. En tout cas, mais ce qui est obligatoire, c'est que dans la consultation d'anesthésie, vous devez faire apparaître vos conclusions sur le type d'antibioprophylaxie, les molécules, et puis éventuellement pas d'antibioprophylaxie. Mais en tout cas, ça doit apparaître dans la consultation. Les opioïdes sont avisés antalgiques? Non, parce qu'on n'a pas besoin d'antalgiques. Enfin, en tout cas, il y a un effet de potentialisation des hypnotiques et des opioïdes pendant la chirurgie pour que les patients soient correctement endormis. Les opioïdes, ils ont des effets un petit peu pervers, que plus on va donner d'opioïdes en péropératoire, plus on est à risque d'hyperalgésie post-opératoire. Et donc, il y a tout un tas de stratégies aujourd'hui pour réduire la quantité d'opioïdes qu'on va donner en péropératoire, et notamment avec le développement de l'anesthésie loco-régionale, par exemple, ce qui va permettre de réduire les quantités d'opioïdes administrées pendant la chirurgie, et donc réduire le risque, d'une part, de nausées et vomissements post-opératoires à court terme, et puis d'hyperalgésie post-opératoire à moyen long terme. La durée minimale de surveillance en SSPI, elle est fonction en fait du type d'intervention et puis de la lourdeur du patient. Des choses importantes à retenir sur la séquence rapide. Alors, beaucoup de questions. Alors, la séquence rapide. Qu'est-ce que c'est? La séquence rapide, c'est le fait, en fait, on confond un petit peu deux choses. Hein, il y a l'anesthésie où on va utiliser des molécules qui vont avoir très peu d'action sur l'hémodynamique. Un patient qui est en état de choc, par exemple, en choc hémorragique, on va utiliser des molécules pour l'induction de l'anesthésie qui vont avoir un peu de retentissement sur l'hémodynamique, et notamment, ça va être l'éthomidate ou la kétamine. Donc le but, c'est vraiment de préserver l'hémodynamique. Et puis le point qu'on confond souvent un petit peu, c'est l'induction en séquence rapide, où là, le risque, il n'est pas lié à une instabilité hémodynamique, mais il est lié à l'inhalation du contenu gastrique. Donc ça, c'est un patient qui n'est pas à jeun, ou alors qui a une hernie importante, ou des femmes enceintes, il y a des diabétiques avec une gastroparésie, une dysautonomie, et tout un tas de situations dans lesquelles on considère que le patient n'est pas à jeun, même s'il n'a pas mangé depuis longtemps, toute l'anesthésie en urgence. Et dans ce cas-là, on va chercher à réduire au maximum le temps entre la perte de conscience et le moment où on aura sécurisé les voies aériennes.
Et ce temps-là, en fait, c'est le temps d'action du curare. Okay. Donc, un patient qui est à jeun, la perte de conscience va être induite donc, par un hypnotique, on va dire le propofol par exemple, et on va administrer un curare dépolarisant, type atracurium, cisatracurium, qui met quelques minutes à agir. On peut monitorer la curarisation, et donc une fois que la curarisation est obtenue à l'aide du moniteur, objectivée par le moniteur, c'est-à-dire que le patient va avoir les cordes vocales ouvertes, et donc on peut mettre la sonde d'intubation à travers les cordes vocales, gonfler le ballonnet, et les voies aériennes sont sécurisées. Ça prend plusieurs minutes, et si le patient a un estomac plein, eh bien, pendant cette phase, il y a un risque d'inhalation du contenu gastrique, et donc avec toutes les complications respiratoires qu'on peut imaginer. Et donc, chez un patient qui a un estomac plein, on va chercher à réduire ce temps entre donc, la perte de conscience et le moment où on aura sécurisé les voies aériennes en utilisant des curares d'action rapide. Et donc là, le plus connu, c'est bien sûr la succinylcholine, la cellocurine. La cellocurine, c'est un curare dépolarisant. Et donc, le problème, il y a deux problèmes. C'est un risque allergique important. Et d'autre part, c'est une hyperkaliémie. C'est plutôt un médicament qui va être à éviter en cas d'hypercalémie ou en cas de patient avec une immobilisation prolongée. L'autre, c'est le rocuronium, l'esméron, qui a moins ces problèmes d'hypercalémie et de risque allergique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ces problèmes sur la séquence rapide. La préoxygénation avant l'intubation, oui, bien sûr, il faut une préoxygénation, mais il ne faut pas de ventilation. C'est-à-dire que vous allez mettre le patient donc un masque à haute concentration ou de l'optiflow, de l'oxygénation à haut débit, éventuellement pas de pression positive, parce qu'on ne veut pas la pression positive et on va risquer une inhalation. Donc, il faut bien sûr préoxygéner le patient. Par contre, une fois que la séquence rapide est lancée, là, il n'y a pas de ventilation, puisque justement, on n'attend pas cette phase où les cordes vocales sont ouvertes. Alors, concernant les antidiabétiques, bien sûr, il faut interrompre la metformine systématiquement. Les autres antidiabétiques oraux, a priori, non. Le bilan pré-ECT, voilà, merci. La place de la kétamine. Alors, beaucoup de questions sur la kétamine. Alors, la place de la kétamine. En fait, la kétamine, il y a deux actions pour cette molécule. D'une part, c'est pour l'induction de l'anesthésie. Donc, l'induction de l'anesthésie, où cette molécule, je vous l'ai dit, elle préserve l'instabilité hémodynamique. Et donc, il y a des études qui ont été faites qui montraient que kétamine ou étomidate, pour l'induction d'un patient en état de choc, ça faisait aussi bien. La kétamine, il y a quand même des effets secondaires psychodyspeptiques, où ça rend un peu fou les patients. Mais bon, voilà, un patient qui est choqué, eh bien, on peut choisir de lui administrer de la kétamine pour l'induction de l'anesthésie. L'autre utilisation de la kétamine, c'est pour prévenir l'hyperalgésie post-opératoire. Et donc, on va s'en servir comme analgésique. Et en l'administrant en péropératoire, donc à des doses beaucoup plus faibles que celles qu'on pourrait utiliser pour l'induction de l'anesthésie, eh bien, on va ainsi prévenir, donc déjà diminuer la douleur, et diminuer la douleur en post-opératoire et donc prévenir le risque d'hyperalgésie secondaire. Un seuil pour le score d'Aldred pour sortir du set de réveil, oui, un score de 10 autorise la sortie du réveil. Dans quel contexte on administre la kétamine? Je vous ai répondu. On ne met pas de propofol si choc? Non, pas de propofol pour un patient choqué. Le propofol, c'est très vasoplégiant, ça provoque une sympatholyse, et donc on ne va pas administrer de propofol, on ne va pas endormir un patient avec du propofol s'il est déjà en état de choc. Étomidate ou kétamine, exactement. On peut utiliser du propofol en séquence rapide. Encore une fois, il ne faut pas confondre les deux choses. L'induction, l'anesthésie d'un patient en état de choc pour lequel on va utiliser des molécules qui n'ont pas de retentissement hémodynamique, étomidate ou kétamine, et la prise en charge d'un patient estomac plein pour lequel on fait une induction en séquence rapide et pour lequel, là, il y a une contre-indication à l'utilisation du propofol, c'est vraiment sur les curares que ça va se jouer, avec des curares d'action rapide. Est-ce qu'on peut dire que les hypnotiques font partie de la famille des benzodiazépines? Non, pas du tout. Certains hypnotiques font partie de la famille des benzodiazépines,
Mais la plupart des hypnotiques qu'on va utiliser n'en font pas partie. Le propofol n'est pas une benzodiazépine, les gaz halogéniques ne sont pas des benzodiazépines, les tomidates, les kétamines ne sont pas des benzos. En séquence rapide, classiquement, on n'est pas de morphinique, effectivement, on ne peut pas favoriser donc, la régurgitation. Et les questions à la fin, bah, oui, bien sûr. C'était juste pour faire un petit point, parce qu'on était autour de l'anesthésie générale. Alors, l'anesthésie loco-régionale, maintenant, interrompt transitoirement la transmission de la conduction nerveuse en préservant l'état de conscience. Donc, c'est une anesthésie loco-régionale. Elle peut être soit une anesthésie loco-régionale périphérique, donc pour endormir un nerf, ou une anesthésie qu'on va appeler périmédulaire, qui va être soit une rachianesthésie, soit une anesthésie péridurale. Alors, la rachianesthésie, qu'est-ce que c'est? C'est administrer un anesthésique local directement dans le liquide cérébrospinal. Donc là, vous voyez une coupe avec ici le dos, la peau, ici la dure mère, la moelle épinière qui est arrêtée au niveau où on pique la rachianesthésie. Et on va piquer à travers donc, le ligament interépineux, le ligament jaune. Et donc, on arrive dans cet espace sous-dural. Qu'est-ce que ça autorise, une rachianesthésie? C'est pour la chirurgie des membres inférieurs, les chirurgies périnéales et les césariennes, avec une durée de moins de 3 heures, parce qu'on ne peut pas administrer en continu d'anesthésie locale. On ne va pas laisser de cathéter pour une rachianesthésie. C'est one shot, c'est une administration, et donc il est certain que ça a une durée de vie illimitée. L'anesthésie péridurale, vous voyez qu'on ne va pas administrer les molécules au même endroit, puisqu'on se met dans l'espace ici après les ligaments jaunes, mais avant l'espace sous-dural, avant la dure mère. Et donc, c'est ce qu'on appelle péridurale, autour de la dure mère. À quoi ça sert une péridurale? C'est d'abord de l'analgésie, et donc, en fait, on peut faire une péridurale à plusieurs niveaux, au niveau lombaire, bien sûr, pour une chirurgie sous-ombilicale, ou on peut mettre en place des anesthésies péridurales thoraciques pour la chirurgie thoracique ou abdominale haute, comme par exemple une œsophagectomie. L'intérêt de l'anesthésie péridurale, c'est qu'on va pouvoir laisser en place un cathéter et donc d'administrer en continu des anesthésiques locaux pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Alors, anesthésie péridurale, quelles sont les contre-indications? C'est d'abord le refus du patient. On ne va jamais imposer une péridurale, une périmédulaire à un patient. Et une anesthésie générale est toujours possible. Une infection, un patient qui a une infection, et notamment une instabilité hémodynamique, on ne va pas faire d'anesthésie périmédulaire. C'est toutes ces techniques, que ce soit la rachianesthésie ou les péridurales, ont un certain degré de retentissement hémodynamique lié à la sympatholyse. Et donc, on risque d'aggraver l'hypotension avec ces techniques. Les troubles de l'hémostase sont une contre-indication. Vous avez vu qu'on pique du coup à côté de la moelle épinière, donc il y a un risque d'hématome avec des conséquences qui peuvent être catastrophiques. Les cardiopathies évoluées, alors je dirais que ça dépend quand même du type de cardiopathie et du retentissement, en tout cas, c'est quelque chose qui doit être discuté. Un patient qui a par exemple un rétrécissement aortique serré, ce patient-là, clairement, ça sera plus une contre-indication à la réalisation d'une anesthésie périmédulaire, parce qu'on va craindre beaucoup cette chute de pression artérielle. Voilà, à discuter. Et puis, l'hypertension intracrânienne, on ne va pas injecter, on ne va pas commencer à piquer dans le liquide cérébrospinal d'un patient en HTIC, ça tombe sous le sens. Les complications qu'on peut craindre, c'est donc la toxicité des anesthésiques locaux. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 grands types de toxicité, neuro et cardio. Donc, avec des troubles de conscience, des convulsions. Et puis, pour la toxicité cardiologique, des troubles du rythme, des troubles de conduction. Donc, l'hématome péridural, c'est pour ça que ces techniques sont contre-indiquées en cas de troubles de hémostase, méningite ou abcédurale, le retentissement hémodynamique, la dépression respiratoire, des céphalées post-brèche, parce qu'on peut faire une brèche, et donc il peut y avoir une fuite de liquide cérébrospinal, et donc la rétention aiguë d'urine. Alors, l'ALR, cette fois-ci, c'est l'anesthésie loco-régionale périphérique, donc autour d'un nerf. On va administrer directement l'anesthésie locale au niveau d'un plexus ou d'un tronc nerveux, qu'on repère aujourd'hui le plus souvent par échographie. Donc,
tous les nerfs, globalement, peuvent être endormis. Les contre-indications, ben là, à nouveau, hein, c'est le refus du patient. On ne va pas contraindre un patient à une technique d'anesthésie loco-régionale, des troubles de l'hémostase et puis une infection. Les complications, c'est principalement les surdosages en anesthésie locale, avec son retentissement neurologique et cardiologique, une lésion du nerf et un abcès. Alors, quelques mots d'analgésie obstétricale. Ce qu'il faut retenir, c'est que les douleurs sont de deux types pendant le travail. Il y a des douleurs viscérales et des douleurs somatiques. Les douleurs viscérales, c'est des douleurs qui sont liées à la contraction avec les fibres A delta, qui sont peu contrôlées par la morphinique, mais bien contrôlées par l'analgésie péridurale. Puis des douleurs somatiques liées à la distension du plancher périnéal et du vagin. Et là, c'est des racines sacrées S2, S4, qui peuvent être bien contrôlées par les morphiniques, et en tout cas qui seront a priori très bien contrôlées par l'analgésie péridurale. L'objectif, pour l'anesthésiste qui travaille en maternité, c'est d'obtenir un bloc sensitif sans bloc moteur. C'est donc que la patiente ressente les contractions, ressente le travail, mais puisse bouger, bien sûr qu'elle puisse bouger les membres inférieurs, etc., mais qu'elle n'ait pas mal. Les complications, c'est la brèche de la dure-mère, et donc avec les céphalées post-ponction, et puis la nécessité de faire éventuellement un blood patch au décours, l'hypotension maternelle, une analgésie insuffisante ou le bloc moteur qui est quand même plutôt une mauvaise péridurale. Donc pour résumer, les trois phases de l'anesthésie générale, l'induction, l'entretien, le réveil, les trois agents anesthésiques nécessaires pour une anesthésie générale, les hypnotiques, les morphiniques, les curatifs. Dans l'anesthésie loco-régionale, qu'elle soit périmédulaire ou périphérique, trois types de blocs. Le bloc sensitif, qui est celui qu'on va rechercher plus souvent, le bloc moteur et le bloc sympathique, qui va plutôt être à l'origine de ce qu'on cherche à éviter, avec l'hypotension, l'instabilité hémodynamique. Les deux techniques les plus utilisées pour réaliser un bloc loco-régional, c'est l'éco-guidage, principalement, en grande majorité aujourd'hui en 2021, mais encore un petit peu la neurostimulation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Là, vous avez mon adresse mail. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous chercheriez à avoir. Alors, il n'y a pas de risque de paralysie. Il y a toujours un risque qui est extrêmement faible, mais non, le risque est vraiment très très faible. Est-ce qu'on ne peut pas refaire une rachis-anesthésie après une première rachis pour prolonger l'effet? Non, on ne peut pas faire ça. On ne fait pas de rachis. D'abord, il y a un risque de toxicité des anesthésistes locaux, un risque infectieux, et bien sûr, on ne laisse pas de cathéter en place dans le liquide cérébrospinal. Il y a un risque infectieux majeur. Comment expliquer qu'avec certains protocoles de péridurale, les parturientes peuvent déambuler? Oui, en fait, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que je vous disais. Globalement, c'est ce qu'on cherche à obtenir, c'est qu'il y ait un bloc sensitif sans avoir de bloc moteur. Et le bloc moteur est plutôt quelque chose qu'on cherche à éviter. Évidemment qu'une parturiente qui peut déambuler, c'est ce qu'on veut obtenir. Alors, quel taux de plaquettes pour une rachis-anesthésie et une péridurale? C'est 50 000, pour une rachis-anesthésie, c'est 50 000 plaquettes. Donc là, il y a des recommandations de l'HAS qui datent de 2015. Et donc, la numération plaquettaire, c'est 50 000 pour la rachis-anesthésie, c'est 80 000 pour l'anesthésie péridurale. Oui, il y a trop. Donc le bloc moteur, au niveau physiologique, c'est trop d'anesthésiques locaux. Que faire s'il y a un bloc moteur? On va réduire. Donc, quand il y a un bloc moteur, en fait, il y a plusieurs types de réalisation des péridurales. Donc, on va laisser un cathéter, c'est le principe, mais on peut soit mettre une perfusion continue d'anesthésiques locaux, soit faire uniquement par bolus. Et donc, s'il y a un bloc moteur, on va éventuellement diminuer le débit d'anesthésiques locaux, ou on va espacer un petit peu les réinjections. Donc, je vous remercie pour vos remerciements. Alors, les grandes indications à faire un bilan d'hémostase chez l'adulte.
Alors, donc c'est effectivement c'est non systématique. Et en fait, le bilan d'hémostase, il va dépendre. Je ne peux pas vous donner une réponse toute faite comme ça. Là aussi, il y a des recommandations. J'essaie de trouver. Il y a des recommandations des RFE. Alors, je vais être plus précis exactement. Voilà, il y a des recommandations donc, de la Société française d'anesthésie et réanimation avec le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire et le groupe français d'études sur l'hémostase et la thrombose. Ça, c'est des recommandations qui sont relativement récentes puisqu'elles datent de 2018. Et en fait, c'est là où vont être rappelées toutes les recommandations sur la gestion des traitements anticoagulants, antiagrégants, des bilans. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépend essentiellement du risque hémorragique lié à la chirurgie. Et bien sûr qu'une chirurgie, un patient donc une chirurgie hémorragique, chirurgie majeure, chez un patient qui est sous anticoagulant, antiagrégant, on va faire un bilan d'hémostase et inversement, une petite chirurgie. Alors, les maladies démyélinisantes de la moelle, à confirmer, parce que c'est un peu loin de ma pratique clinique, mais je pense que non, il ne s'agit pas des maladies, ce n'est pas une contre-indication. Les maladies démyélisantes ne sont pas une contre-indication à la péridurale. Une cure de hernie peut-elle être traitée par anesthésique locale? Je pense que ça se fait assez peu en pratique clinique. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est des blocs faciaux, donc des techniques d'anesthésie loco-régionale qui permettent d'obtenir une excellente analgésie et donc de faire des chirurgies comme ça relativement superficielles. C'est probablement pas le plus confortable. Est-ce que le patient a une consultation en urgence? Donc la consultation d'anesthésie et la visite pré-anesthésique sont obligatoires avant toute intervention, qu'elle soit en urgence ou pas en urgence. En revanche, là où on va s'affranchir, ce qui change avec l'urgence, c'est qu'on va s'affranchir du délai de 48 heures. Donc la visite pré-anesthésie, elle se confond avec la consultation d'anesthésie pour une intervention chirurgicale en urgence. Si on a des anticoagulants, combien de temps avant? Eh bien, là, ce n'est pas si simple de répondre comme ça, pour répondre à cette question sur l'arrêt des anticoagulants, parce que ça va dépendre de l'indication des traitements anticoagulants et des traitements antiagrégants et du risque hémorragique de la chirurgie. Donc là, il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. Un patient qui a une embolie pulmonaire récente, qui est sous anticoagulant, celui-là, on n'a plutôt pas du tout envie d'arrêter les anticoagulants et donc de faire un relais par de l'héparine. À l'inverse, un patient qui a eu une EFA, qui n'a jamais eu de risque emboligène, qui n'a jamais embolisé, qui a une EFA ancienne, qui est sous anticoagulant pour ça, on va probablement pouvoir arrêter les anticoagulants. Mais donc voilà, ces recommandations de la 2018, elles font le point sur toutes les situations qui peuvent être rencontrées, mais en fait, c'est très vaste, donc je ne peux pas vous donner de réponse toute faite. Alors, curare systématique pour toute intubation, oui, parce qu'en fait, le problème n'est pas que l'AG soit... Le curare, à quoi ça sert au cours de l'anesthésie? Il y a deux fonctions, en fait, assez différentes. Il y a d'une part, permettre l'intubation, et donc l'ouverture des cordes vocales. Et donc là, il est clair et net qu'on va être dans des meilleures conditions pour l'intubation orotrachéale si les cordes vocales sont bien ouvertes avec des curares. Donc ça, vous voyez bien que l'anesthésie générale, elle soit courte ou longue, mais finalement, ça ne change pas le problème. Et on a aujourd'hui à notre disposition des curares avec des antagonistes, et donc des curares d'action courte, donc ce n'est pas un problème. L'autre rôle de la curarisation au cours d'une intervention chirurgicale, c'est de permettre aux chirurgiens de travailler dans des bonnes conditions. Donc ça, ce n'est pas vrai dans toutes les chirurgies, mais par exemple, en neurochirurgie, il n'y a pas beaucoup d'indications pour faire des curares. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de muscles sur le crâne. À l'inverse, en chirurgie digestive, au cours d'une laparotomie, et notamment à certains temps de la chirurgie, le chirurgien peut avoir besoin, pour vraiment travailler dans des bonnes conditions, que la paroi abdominale soit complètement relâchée et donc d'avoir des curares. Alors, bilan d'hémostase non systématique avant péridurale. Je dirais que non, le bilan d'hémostase n'est pas systématique avant une péridurale, c'est grossesse non compliquée.
Alors, est-ce que vous avez encore des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris? En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions que vous n'osez pas poser devant tout le monde, là, à m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, je vous souhaite